Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode, le 11e, si je ne m'abuse, du rapport Boivin. Merci d'être là, merci d'être fidèle au poste TVC Basse-Lièvre ou Ma TV. C'est déjà ma dernière à moi pour 2016. On va revenir, c'est déjà entendu en 2017, vers la mi-février. Ça me prend une pause à la vitesse que je vous parle pour 30 minutes et le contenu, vous allez comprendre que ça me prend une bonne pause. Il faut que je repose cette voix-là. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à nous regarder, puis à nous écouter, puis ça ne se fait pas tout seul. Puis comme d'habitude, j'ai une tendance à finir rapidement l'émission, puis sur le zéro, quand mon metteur en scène, que j'allais dire, mon réalisateur me dit « c'est assez, d'habitude je suis sur le piton là, à la dernière seconde ». Puis il me reste plus de temps pour dire rien d'autre et ainsi de suite. J'ai décidé que je vais commencer par la fin. Fait comme ça, je serai certaine de ne pas manquer ma finale d'émission de 2016. Et ce que je voulais surtout faire en tout début d'émission, c'était remercier cette magnifique équipe de TVC Basse-Lièvre où j'enregistre tous les jeudis en après-midi, y compris celle-ci, en ce magnifique 8 décembre 2016. Une équipe extraordinaire. Quand je vous dis, là, je viens ici, là, c'est ma séance de relaxation, de défoulement devant vous autres, là, direct sur la caméra, mais c'est vraiment un moment extrêmement agréable à passer dans ma semaine. Alors, je veux remercier l'équipe qui est pilotée par Jean-François, mon réalisateur, Jeanne-Sophie, j'espère que je ne me suis pas trompée dans son nom, Gilbert, Martin Perrault qui m'avait approché pour venir prendre la barre de cette émission que j'appelle Alliance Madame Bruchesi. Et bon, en toute finale, ma plume, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient parlé de ma maudite plume. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a que c'est une couverte, moi, c'est une plume. Ça me prend ma plume dans mes mains, je ne sais pas pourquoi, puis c'est tout. C'est surtout quand on regarde juste une caméra, puis on parle à des milliers de personnes, ben des fois, c'est le fun. Je regarde ma plume, puis voilà. Alors, je voulais remercier tout le monde. Merci de m'avoir rendu ça agréable, et puis on se donnera un rendez-vous l'année prochaine. Ça le sera tout autant. Je n'ai pas grand honneur ni grand mérite. C'est l'actualité qui est la vedette de cette émission. Et je vais commencer par la personnalité de l'année. Vous allez me dire, c'est aux États-Unis, mais je dirais planétaire. C'est planétaire parce qu'on en parle partout sur la planète. Il est au cœur de beaucoup de décisions. Alors, le magazine Times a décidé de faire de Donald Trump sa personnalité de l'année. Si vous voyez le magazine, regardez-le attentivement et regardez ce qu'ils ont écrit. C'est président of the divided United States, of America. Donc, au lieu de United States, les États-Unis, ça serait comme les États divisés parce que c'est assez représentatif de ce qu'est la situation présentement aux États-Unis. Si vous pensez qu'on a des problèmes, je vais vous dire, c'est rien à comparer. Allez écouter une nouvelle américaine pour 5 minutes. Et il y en a que pour Trump, chaque fois qu'il prend une décision, à qui il parle, à qui il ne parle pas, ce qu'il tweet, parce qu'il est très fort sur Twitter, même que, mon Dieu, s'il pouvait écouter les conseils de personnes qui ne veulent pas de mal, là. Des fois, j'ai envie de dire, lâche le Twitter, mon Donald, parce que quand il n'est pas content de quelque chose, je peux vous dire qu'il se fait aller la trappe. Alors là, il y en a après les médias, il y en a après les artistes, il y en a à peu près après qui ce qui bouge aux États-Unis. Et ça donne les résultats que ça donne. C'est juste que ça ne fait pas très présidentiel, mais en tout cas. Et d'autres fois, il y a des gens qui l'écoutent et qui regardent ça puis qui se disent hey, lui, là, il ne s'en laisse pas passer, il ne se laisse pas embarquer, il ne se laisse pas piler ses jambes, puis il n'a pas peur de prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au moins il en prend. Il y en a qui le ridiculisent, mais j'ai une tendance à dire, pensez à Ronald Reagan. À l'époque, on avait fait bien des farces aussi à l'élection de Ronald Reagan, un ancien acteur dont le plus grand film, c'était avec un singe. Ça ne faisait pas très glorieux, très high class pour bien du monde. Puis finalement, pour beaucoup, ça aurait été un des bons présidents républicains.
Alors, on verra, l'avenir saura nous le dire, mais disons qu'il laisse personne indifférent. Juste une couple de petites anecdotes avant de passer à autre chose. Au moment où j'enregistre, on est jeudi le 8 décembre. La grosse nouvelle aux États-Unis, ces deux dernières nominations au moment où je vous parle, au niveau de l'environnement, il a mis en charge de son département de changement climatique un dénommé Scott Pruitt. Quiconque suit la politique américaine sait que Scott Pruitt, c'est un procureur général je ne voudrais pas me tromper d'État, là, mais en tout cas d'un des États américains, et un des plus ardents combattants à toute notion de changement climatique. Il n'y croit pas, mais comme pas pantoute. Alors ça va être le gardien de l'environnement américain. Ça augure pas trop bien pour l'accord de Paris et à l'heure où nous autres au Canada, tu as le premier ministre du Canada, Trudeau, qui rencontre ses homologues provinciaux pour continuer et finaliser finalement les engagements du Canada puis des provinces en matière de réduction de gaz à effet de serre et ainsi de suite. Alors, c'est comme deux discours totalement différents. Je suis convaincue, mais convaincue que le gouvernement Trudeau ne s'attendait vraiment pas à faire face à une personne comme Donald Trump dans un avenir rapproché. Alors, il va être obligé de faire des réajustements diplomatiques, ça c'est clair, net et précis. Alors ça, c'est une des nominations, le dénommé Scott Pruitt, mais il y a aussi une dénommée Linda McMahon. Pour bien du monde, ça ne dira peut-être rien, mais quiconque aime ou a déjà regardé la lutte à la WWE, maintenant, anciennement la WWF, vous le savez, c'est un grand show, il se promène partout. Je pense qu'il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas des gros matchs de lutte quelque part sur la télévision. Linda McMahon, c'est la conjointe depuis quelque chose comme 50 ans de Vince McMahon, qui était le président de cette grosse corporation qui est la WWE. Et c'est elle maintenant qui a été nommée par Donald Trump pour devenir sa secrétaire à la petite entreprise. Alors, c'est l'équivalent à peu près d'un ministre aux petites entreprises. Et la justification de M. Trump, c'est, écoutez, elle a participé à faire de sa compagnie, une compagnie qui employait 13 personnes, maintenant il en emploie 800, sont mondiaux, ils sont partout dans le monde, elle sait ce que ça prend pour faire avancer l'entreprise. Il y a bien des gens qui se foutent de ça, qui trouvent ça bien comique, il y en a d'autres qui disent, pourquoi pas? Alors, ça sera à suivre, on verra comment, dans le futur, ça va s'enligner toutes ces choses-là. En tout cas, on va laisser ça aux Américains, mais Donald Trump, personnalité de l'année, n'importe qui d'autre l'aurait fait chialer sur Twitter, mais ça aurait été presque inconcevable parce que tout le monde, à travers tous les pays, parle de Donald Trump. Bon, moi, j'ai fini de parler de lui pour 2016. C'est une des dernières fois, en tout cas, c'est la dernière fois à la télé que je vais parler de lui. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui nous aura fait jaser beaucoup. C'est le budget de la ville de Gatineau qui a été officialisé cette semaine. Secret de polichinelle, hausse de taxes, on est habitué, c'est rien que ça qu'on a année après année, 2,9 %. Il y en a plusieurs qui ont essayé de comparer Gatineau avec d'autres villes au Québec. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'à Gatineau, on met toujours un 1 % de la taxe depuis quelques années pour un fonds au niveau des infrastructures parce qu'on a des milliards, je ne charrierai pas, là, je vais me faire arracher la tête, mais disons, on a plusieurs millions de dollars à investir dans nos infrastructures et c'est le moyen que la ville de Gatineau a trouvé pour s'assurer qu'on soit capable de payer nos choses. Comme dit le maire Maxime Penneau-Jabin, on aime bien ça, on est bien content, bien fier de dire qu'on paye comptant, je pense que c'est quelque chose comme 60 % de ses dépenses. Alors, grand bien leur face. Ça fait quand même rager plusieurs personnes qu'on se retrouve à un an d'une élection avec encore une hausse de taxes. La fusion n'aura pas donné de grands breaks à la population. Ça, c'est un des éléments qui a fait beaucoup jaser et beaucoup réagir les gens. Il y a aussi le fait qu'on veut augmenter les parcomètres, le coût des parcomètres dans le centre-ville du secteur Hall. C'est pas très attirant pour les commerces là-bas, les petits restos, les petits cafés. Sauf que le soir, je vais vous dire, il n'y en a pas de parcomètre à payer. Alors, c'est pendant le jour et la réponse des gens qui s'offusquent
pas de faire monter les coûts, c'est de dire, bien, si on les mettait gratuits, qu'est-ce qui arriverait? C'est que ce sont tous les fonctionnaires qui travaillent dans ce secteur-là qui utiliseraient les stationnements, puis ce n'est pas eux autres qui encouragent nécessairement tous les business. Alors ça a fait beaucoup jaser. Mais au même moment, à ce conseil-là, le conseil a aussi adopté un projet majeur, c'est-à-dire celui du Four Points, c'est ça, Four Points de Sheraton, qui est juste collé sur la maison du citoyen, qui est juste à côté. On parle de 3 nouvelles tours de 17, 25 et 30 étages. On parle de 145 chambres additionnelles, ce qui va être bon pour l'offre touristique, c'est certain, et de 245 unités de logement à travers ces tours-là. Le gros débat, c'est que vous savez qu'il y a le projet Brigil aussi, avec lequel le maire n'est pas très chaud, ni les membres du parti Action Gatineau. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, bien, c'est quoi la différence, puis pourquoi on encourage le projet Four Points, mais que la Ville n'accepte pas le projet de Brigil, un gars du coin, un gars de la place, une personne très impliquée au niveau économique dans la région. Je pense qu'il faut d'abord regarder les projets qui ont été déposé devant la Ville officiellement. Pas certaine que celui de M. Brigil l'est au moment où on se parle, mais peu importe, il sera analysé en conséquence à ce moment-là. Il y a toute une question de look aussi. Et on analysera, des fois, c'est difficile de comparer des pommes avec des poires, et c'est peut-être un peu le cas ici. Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça? Restera à voir. Je ne sais pas combien de gens additionnels on peut avoir dans le centre-ville qui proviennent ici de la région. Si ça provient d'ailleurs, faudra regarder, faire preuve un peu de vision parce que ça va peut-être entraîner une anglicisation, si on veut, de notre centre-ville dans le secteur Hall. C'est des choses auxquelles on devra penser, mais ça a fait beaucoup réagir parce que pour plusieurs, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Une belle nouvelle qu'on a appris jeudi matin, c'était l'arrivée du Cirque du Soleil qui sera en ville l'année prochaine, année du 150e du Canada. Alors, 2 beaux projets, je vous dis. On a bien chialé sa ville de Gatineau comparativement à Ottawa, qui a des tonnes de projets pour le 150e du Canada. Ottawa, qui en passant est la capitale fédérale, tandis que Gatineau ne l'est pas, même si on fait partie de la grande région de la capitale nationale. Alors, c'est intéressant de voir qu'on aura et Mosaïque Culture, comme je les appelle, et on aura aussi le Cirque du Soleil avec son projet, son spectacle Volta, 31 représentations du 3 au 27 août. Bravo à Claude Hamelin qui a travaillé très fort, à Zibi qui s'embarque aussi, Zibi qui est sur le pont des Chaudières, qui s'embarque dans le projet. Ça risque d'être super intéressant. Tout ça sur trame que le gouvernement du Québec veut augmenter les pouvoirs des municipalités. Bravo à la Ville de Gatineau qui a travaillé très fort dans ce sens-là. Ça sera aussi un dossier à suivre, ce n'est pas encore fait. Non, 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 comme dirait la chanson, mais ça sera quelque chose à surveiller en 2017. Une pause, on revient. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. On courtine? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Et nous voici de retour. Alors, re-bienvenue à l'émission Rapport Boivin. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu d'un événement qui s'est produit la fin de semaine passée, donc la fin de semaine début décembre, alors qu'un dénommé David Harvey, je ne sais pas si ça vous sonne une cloche, mais c'était l'individu qui a été arrêté pour des entrées par effraction à l'Ange gardien. C'était dans des résidences de personnes qui étaient
pas nécessairement jeune. C'était assez violent comme événement. En tout cas, il est accusé et ainsi de suite. Alors, cet individu-là, pour une raison que j'ignore, est passé du centre de détention au centre Pierre-Janet, soit pour une analyse, juste voir au niveau santé mentale, etc. En tout cas, il est à Pierre-Janet. Et pendant qu'il est à Pierre-Janet, il trouve le moyen, écoutez-la bien celle-là, si vous ne l'avez pas déjà entendue, je serais surprise, mais en tout cas, il s'assure que la bénéficiaire qui est là, qui à un moment donné, qu'elle ne le regarde pas, il la frappe, ramasse sa clé ou sa clé magnétique et réussit à se sauver du centre Pierre-Janet. Et depuis ce temps-là, il est parti dans la nature. Est-ce qu'il est retourné vers Montréal? Il est rendu où? On n'en sait trop rien. Et là, le débat a fait un petit peu rage en début de semaine, à savoir, est-ce que c'était juste une erreur? Est-ce que c'est un événement isolé? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit, mais qui c'est juste le fruit du hasard? Ça ne risque pas de revenir. Je ne suis pas convaincue. Premièrement, je suis estomaquée de savoir que cette personne-là était seule avec une personne préposée aux bénéficiaires. Il y a quelque chose dans ma tête à moi que ça ne clique pas, cette histoire-là. C'est pas normal qu'on laisse une personne qui est accusée quand même d'un crime sérieux, toute seule avec une personne qui n'a pas nécessairement une formation au niveau sécurité. Et l'employeur, ici, le centre, le CISO, dont fait partie Pierre-Janet, à mon point de vue, a manqué aux éléments les plus de base de l'obligation d'un employeur, c'est-à-dire d'assurer, selon la loi sur la santé et sécurité au travail. Ce n'est pas juste la santé au travail, c'est aussi la sécurité au travail. Donc, a manqué à tous ses devoirs à ce niveau-là en faisant en sorte que son employé était en danger. Est-ce, comme je le disais, on verra la suite des événements, nous diront si c'est juste un pur hasard, vraiment un événement malheureux, mais quelque part, j'entendais, je pense, mercredi ou jeudi de cette semaine, j'entendais le président du syndicat je ne veux pas me tromper, mais des agents de la paix en service correctionnel qui disaient qu'il devrait toujours avoir 2 accompagnateurs avec ces individus-là dans ces moments-là. J'espère que ce ne sont pas nos mesures d'austérité québécoises qui font en sorte qu'on coupe en se disant « Hey, en coupant », c'est ça qui arrive des fois quand on coupe du personnel. C'est peut-être intéressant, on sauve de l'argent, mais on prend des chances, on court des risques et il y a des événements comme ça malheureux qui peuvent se produire. Alors, quelque part, je pense qu'il faut que le centre Pierre-Janet revoie, c'est ce que le directeur Alain Godmer disait sur les ondes de différents médias cette semaine, qu'ils étaient pour revoir, même s'ils ne pensent pas qu'il y ait d'erreur ou qu'ils aient commis d'erreur, qu'ils étaient quand même pour revoir leur mode de fonctionnement, pour voir s'il n'y avait pas des façons autres de s'assurer qu'un événement comme ça ne se reproduise plus. En tout cas, à suivre, mais de grâce, employeurs, rappelez-vous que la loi sur la santé et sécurité au travail signifie que vous avez l'obligation, le devoir d'assurer la sécurité de vos employés, puis des gens qui mettent les pieds dans vos entreprises ou vos places d'affaires. Aussi, cette semaine, grosse nouvelle, je vous en ai parlé souvent, le problème en matière de justice, de voir le nombre de requêtes en arrêt de procédure parce que les délais sont trop longs avant d'avoir les procès des différentes personnes accusées. Jusqu'en date de cette semaine, on parlait de 288 requêtes en arrêt de procédure. C'est énorme. Puis c'est pas juste pour des petites choses, des petites affaires avec des tapes ses mains. C'est souvent, c'était un cas de Hells Angels, ça a été des cas de fraude, de corruption municipale, ça pourrait même conduire, comme disait le juge en chef et de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, ça pourrait même conduire à ce que des gens accusés de meurtre seraient remis en liberté parce qu'ils n'ont pas eu leur procès dans des délais raisonnables. Finalement, l'Ontario a réagi il y a une couple de semaines en mettant des sous, en embauchant plus de procureurs de la Couronne, en procédant à la nomination de juges. Le Québec va faire la même chose. C'est ce que notre ministre en charge de la région ici de l'Outaouais et ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a fait comme annonce. 175 millions
sur 4 ans qui vont être débloqués. On parle de 16 juges à la Cour du Québec. Elle a confirmé qu'ils n'avaient pas l'intention, même s'ils vont accélérer le processus de nomination, de changer les règles de nomination. Excellent, parce que c'était une crainte que j'avais que sur le coup de l'urgence, qu'on revienne au bon vieux système de nomination partisane politique qui avait conduit à la commission Bastarache. Non, on va continuer avec le processus tout à fait indépendant du gouvernement pour la nomination des 16 juges à la Cour du Québec. Bravo. Et on nous parle que d'ici le 31 mars 2017, on nous parle de 30 nouveaux procureurs de la Couronne, 60 employés de soutien au directeur des poursuites criminelles et pénales et une salle de plus à Montréal, une salle de plus, 2 à Laval, et qu'à moyen terme, on parle d'une vingtaine de procureurs de la Couronne additionnels. Alors, bravo, le système en avait bien besoin, mais en même temps, comment ça se fait qu'il faut toujours avoir des crises pour réagir? Je comprends aussi que l'argent, selon le gouvernement, n'était pas nécessairement là, mais ça, c'est des choix qu'ils font. Parce que l'argent, tu peux décider que tu ne la dépenses pas, tu peux décider que tu coupes pour te faire des réserves. Là, on nous parle d'un surplus d'1,7 milliard et là, on commence à faire les cadeaux. Bien, des fois, c'est des choix politiques. Alors, on décide de garder tout l'argent pour jouer au Père Noël. Ça donne bien. Regardez, j'ai mes couleurs de Joyeux Noël, là, vu que c'est la dernière de la saison. Mais le gouvernement fait ça. Il est à 2 ans d'une élection générale. D'ailleurs, il y a eu des partiels. Il n'y a rien qui a changé autre que de voir le vote populaire du Parti libéral diminuer dramatiquement. Mais ça montre la voie au Parti libéral du Québec, qui est le gouvernement en place et qui va, attendez-vous, à saupoudrer la population de cadeaux de toutes sortes. Mais rappelez-vous que ce n'est pas eux qui nous font des cadeaux, c'est des cadeaux avec notre argent. Alors, c'est comme s'ils me disaient « Hey, Françoise, prête-moi 50 piastres, je veux t'acheter un cadeau. » Alors, c'est à peu près ça que le gouvernement du Québec fait. Mais au moins, j'ai hâte de voir si ça va entraîner des résultats. Ça ne sera peut-être pas demain la veille, donc il va encore avoir des requêtes en arrêt de procédure qui vont être présentées, octroyées, et encore des criminels qui vont pouvoir prendre la porte de façon tout à fait légale parce que le gouvernement s'est traîné les pieds, comme beaucoup de gouvernements au pays. Puis qu'on ne me dise pas, c'est parce que ça a pris du temps à la Cour suprême du Canada pour rendre sa décision, puis la décision est récente, puis ça fait longtemps que les acteurs dans le domaine, dans le milieu, le disent. Alors, pourquoi avoir attendu jusqu'à la Cour suprême que la Cour suprême rende une décision? En tout cas, moi, ça ne cessera jamais de me surprendre de voir comment on manque de vision à moyen terme et à long terme, puis qu'on est tous sur le juste bien pointu au gré des événements. En tout cas, à suivre. Sondage, réforme électorale. On a beaucoup ri dans la région et partout au Canada sur un fameux sondage. On parle de, c'est madémocratie.ca, ça a été mis en ligne par le gouvernement Trudeau. Ils veulent connaître votre opinion. Quel genre de réforme électorale vous aimeriez voir? Les supposés spécialistes, analystes politiques rient du gouvernement en disant hey, il n'y a même pas un endroit dans le sondage qui nous dit ou qui demande à la population quel mode de scrutin est-ce que vous aimez. Moi, j'ai une tendance, je l'ai faite, je l'ai passé le questionnaire. Ça prend à peu près 5 minutes, c'est pas la fin du monde, il y a une trentaine de questions. Attention, des fois, c'est un peu piégé, je trouve, parce qu'on vous pose la même question 2-3 fois, mais avec quelques mots différents. Moi, je pense que c'est une façon de valider si vous êtes sérieux dans votre réponse, parce que si tu te contredis entre la question 1, 3 et 5 qui étaient similaires, bien, ils vont dire, tu ne sais pas trop ce que tu veux. Mais quand tu réponds la même chose, ils savent que tu sais de quoi tu parles. Mais ils ne disent pas, est-ce que vous aimez le système de représentation proportionnelle à un tour, 2 tours, aimez-vous ci, aimez-vous ça? Non, jamais vous allez voir ça. Mais ils vont vous demander quel genre de fonctionnement est-ce que vous voudriez que vos parlementaires aient. Est-ce qu'ils doivent collaborer? Est-ce qu'ils doivent ci? Est-ce qu'ils doivent ça? Est-ce que vous aimez mieux de telle façon? Est-ce que vous aimez mieux un système où c'est le gouvernement qui prend toutes les décisions sans consulter personne? Bref, ils n'ont pas besoin de mettre les mots. En répondant, vous allez envoyer un message, à mon avis, assez clair au gouvernement. Alors ça, c'est l'étape qu'ils ont entrepris. Est-ce que je suis convaincue qu'il va y avoir une réforme électorale d'ici la prochaine élection fédérale? Et ce, malgré que le premier ministre Trudeau, s'il y a une promesse qu'il avait faite qui était claire, nette et précise,
et qui ne souffrait d'aucune, mais aucune contradiction ou petite porte ouverte quelque part, c'était celle quand il a dit l'élection de 2015, c'est la dernière sous cette forme électorale. Ça, c'était clair, là. Il n'y en aura plus d'autres élections de ce style-là. La prochaine va être sous un autre régime, une autre forme de scrutin électoral. En tout cas, promesse de politicien, vous me direz, moi, je ne suis pas convaincue qu'on ne votera pas de la même façon la prochaine fois. Il y aura peut-être des petites distinctions, mais vraiment rien pour appeler sa mère. Enfin, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire comme reproche au moment où on se parle sur cette promesse-là. Il y a un comité qui s'est prononcé, comité qui était surtout composé en majorité par les partis d'opposition. Fait que c'est clair que les partis d'opposition sont rarement d'accord avec le gouvernement ou les députés du côté gouvernemental qui siégeaient là-dessus. Même chose à Québec, d'ailleurs, en passant, parce que cette semaine, ça va probablement avoir passé dans le beurre à travers toutes les histoires, le Rambo national, puis j'en parlerai pas de lui parce que je ne veux pas lui donner de visibilité à cet imbécile. Mais dans le contexte du Québec, on parle d'une réforme électorale, c'est les partis d'opposition, les Verts, le Québec solidaire, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, Option nationale, qui ont fait une conférence de presse commune pour dire qu'ils voulaient avoir une réforme électorale et que dans ce contexte-là, ils étaient tous ensemble pour pousser le point. Comme bien d'autres choses, là, pas certaine que ça va aller bien, bien loin. Il me reste à peine 1 minute quelques. Je veux vous parler un peu de ce que je sens devenir une espèce de tempête parfaite, ce que les Anglais appellent « a perfect storm ». Je ne sais pas pourquoi. On a le Bloc québécois qui invite Martine Ouellette à se présenter à la chefferie du Bloc. Martine, qui est une pressée en matière de souveraineté, qui est une indépendante là, convaincue, c'est sa priorité. Donc, on aurait un parti plus souverainiste à Ottawa, imaginez, qu'au Québec. En tout cas, ça reste à suivre. On entend dire que Stephen Harper se préparait déjà pour un 3e référendum. Il voulait mettre Jean Charest à la barre parce que lui-même, Harper, n'était pas très populaire. Pour moi, il ne connaît pas le Québec parce que Jean Charest n'était pas très populaire non plus. On a une loi sur les banques que le gouvernement fédéral veut modifier pour exclure de la protection de la loi de la protection du consommateur. Une guerre à venir avec le gouvernement du Québec. Bref, ça va barder. Ça nous enligne une année 2017 qui devrait être excitante au niveau actualité. Alors, c'est un rendez-vous que je vous fais quelque temps au mois de février lorsque je reviendrai à la barre de Rapport Boivin. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao!